Le rapport d'enquête de la fusée australienne Eris de Gilmour est disponible. Rheinmetall s'implante dans le spatial norvégien, une cuisine gastronomique pour les futures bases spatiales, l'Alliance pour les lancements offshore, que se passe-t-il à Starbase et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. Le 30 juillet 2025, la fusée Eris de Gilmour Space décollait pour la première fois depuis le port spatial de Barwon, marquant un jalon historique pour l'Australie. Cependant, la mission s'est terminée prématurément avec seulement 14 secondes de vol. L'enquête technique vient de révéler les causes exactes. Juste après l'allumage, l'un des 4 moteurs hybrides du premier étage a perdu sa poussée. Un second moteur a subi le même sort à 17 secondes, alors que la fusée retombait déjà. Des pannes électriques et thermiques ont été identifiées dans les moteurs de pompe électrique et leurs ondulateurs, ce qui a permis de corriger le design de la prochaine fusée. Gilmour Space prépare actuellement un vol d'essai hypersonique pour les prochains mois, avant de tenter un second vol orbital vers la fin de l'année 2026. Rheinmetall a signé un accord stratégique pour établir une nouvelle installation de test de satellites en Norvège. Cette initiative marque une accélération majeure de l'entreprise allemande dans le secteur spatial, au-delà de ses activités traditionnelles de défense terrestre. L'installation sera située à proximité du port spatial d'Andoya, le premier port spatial opérationnel d'Europe continentale, qui a été inauguré en fin 2023. Cela permet de tester les satellites et de les lancer immédiatement sur place. Le centre sera équipé pour effectuer des tests environnementaux complets, ce qui inclut vibrations, vide thermique, compatibilité électromagnétique, afin de s'assurer que les satellites peuvent survivre aux conditions extrêmes du lancement et de l'espace. Ce projet vise à réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des installations de tests saturées ou situées hors du continent. Il s'inscrit dans la stratégie de Rheinmetall de fournir des solutions clés en main pour les petits satellites. L'accord a été conclu avec Andoya Space, l'organisme norvégien qui gère le site, renforçant ainsi l'axe industriel germano-norvégien dans le domaine de la défense et de la sécurité. Cela fait suite à la joint venture de Rheinmetall avec OHB et ICI, qui promet d'être un joueur important de l'écosystème européen en matière de satellites. Une petite nouvelle spatiale amusante, le CNES vient de publier un appel à candidature intitulé Space Kitchen. L'objectif est de concevoir une cuisine spatiale complète capable de fonctionner en gravité réduite, c'est-à-dire sur la Lune ou sur Mars, et de transformer des matières premières produites localement en repas savoureux pour les astronautes. Contrairement aux repas actuels dans la Station spatiale internationale, qui sont des plats lyophilisés ou en conserve, cette cuisine devra permettre de cuisiner réellement. Cela implique de gérer la cuisson, les odeurs, les graisses et les déchets dans un environnement clos et pressurisé. Le projet se concentre sur la préparation d'ingrédients issus de l'agriculture spatiale, c'est-à-dire micro-pousses, insectes, viande de culture, algues comme la spiruline. Le CNES souligne que l'acte de cuisiner et de partager un bon repas est crucial pour la santé psychologique des équipages lors de missions de longue durée comme le programme Artemis. Cet appel s'adresse aux startups, aux industriels de l'électroménager et aux experts en design culinaire. Et j'espère que la chaîne de fast-food McDonald's n'en fasse pas partie. Lockheed Martin a annoncé une collaboration stratégique avec le constructeur de fusées Firefly Aerospace et le géant du stockage de données Seagate Technology pour développer une capacité de lancement mobile depuis des plateformes en mer pour lancer la fusée Alpha de Firefly. Cela permet de s'affranchir des contraintes géographiques de base terrestre encombrées et d'atteindre n'importe quelle inclinaison orbitale. L'entreprise Seagate apportera son expertise en informatique de pointe. Les données collectées pendant le lancement et par les satellites seront traitées et sécurisées directement sur la plateforme maritime grâce à des systèmes de stockage massifs et ultra rapides. L'intégration de Seagate permet de garantir que les données sensibles ne transitent pas par des réseaux vulnérables avant d'être traitées.
Ce projet vise à répondre aux besoins du département de la défense américaine pour des lancements à la demande capables d'être déployés n'importe où dans le monde en quelques jours seulement. À Starbase au Texas, SpaceX a vérifié et même modifié le premier étage numéro 19 dans sa méga baie pour ensuite renvoyer ce premier étage au site de lancement et même effectuer un deuxième essai moteur statique qui est quand même assez impressionnant, dont vous voyez sur votre écran. Le Starship numéro 40 a été envoyé au site de Massey, puis a subi des essais cryogéniques et est maintenant de retour au site de production. Le 30 avril, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1736. Le premier étage a volé pour la 13e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. Le même jour, Arianespace a lancé une Ariane 6 depuis la Guyane française pour sa mission Amazon Leo LE-02. La charge utile est un lot de 21 satellites de communication par Internet pour la constellation Leo d'Amazon, un compétiteur direct de SpaceX. Un peu plus tard, RKK Energia a lancé sa nouvelle fusée Soyuz 5 depuis le Kazakhstan pour son vol inaugural pour le compte de Roscosmos. Elle est conçue pour remplacer la célèbre fusée Zénith avec une charge utile allant jusqu'à 18 tonnes, mais pour ce vol, la charge utile était seulement un simulateur de masse et quelques microsatellites universitaires. Donc bravo à RKK Energia pour un premier vol réussi. Le 1er mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1038. Le premier étage a volé pour la 31e fois et a atterri sur le drone ship A Shortfall of Gravitas. Le 3 mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour sa mission CAS 502. La charge utile est un lot de 45 satellites, dont le CAS 502, un satellite d'observation de la Terre de nouvelle génération conçu par la Corée du Sud. Le premier étage a volé pour la 33e fois et a atterri de retour sur site. Le 6 mai, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission Starlink Group 1729. Le premier étage a volé pour la 24e fois et a atterri sur le drone ship Of Course I Still Love You. En résumé, du 1er janvier au 7 mai 2026, 103 fusées ont été lancées avec succès, dont 69 provenaient d'une entreprise américaine. Parmi cela, 44 étaient des missions Starlink de SpaceX, 9 de Russie et 2 d'Europe. Je vous quitte cette semaine avec une image prise par le télescope spatial Hubble de la nébuleuse du Crabe, connue sous le nom de Messier 1 ou M1, qui est en fait le reste d'une supernova située à 6500 années-lumière de la Terre dans la constellation du Taureau. Une étude comparant des images prises à 25 ans d'intervalle par le même télescope montre que la supernova s'étend à une vitesse vertigineuse de 5,5 millions de km par heure. Cette vitesse n'est pas seulement due à l'explosion initiale, mais au pulsar, c'est-à-dire une étoile à neutrons en rotation rapide, au cœur de la nébuleuse dont le vent magnétique pousse la matière vers l'extérieur. Grâce à la résolution de sa caméra, les scientifiques ont pu distinguer quels filaments se trouvent à l'avant ou à l'arrière de la nébuleuse en observant les ombres projetées sur la brume de rayonnement interne, permettant ainsi de recréer une sorte de forme en 3D. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre actualité spatiale.